Bonjour Monsieur Benkiren. La radicalisation est un thème central de l'étude. Ce terme fait débat, tant ses interprétations sont variées et sa connotation négative, notamment en Occident. Quel est le bilan que vous pouvez faire de la perception des populations locales à ce sujet? Oui, alors vous savez, là vous posez une question clé, vraiment essentielle dans notre étude, c'est que effectivement cette notion est chargée négativement, elle est porteuse voilà, de danger, de violence, de conflictualité. Et je dois avouer que en écoutant nos enquêtés qui sont ceux qui ont été directement disons, soumis à la violence, qui ont eu des proches qui sont morts ou blessés, ou qui ont rejoint des groupes djihadistes, des gens qui ont fui leur région, leur village pour être se retrouver dans des camps, etc. Nous voyons aussi à travers cette parole recueillie une manière de traiter de la peur. Parce que justement, toutes ces questions suscitent énormément de peur partout. On a perçu une manière de domestiquer leur peur. Donc il y a à la fois une vision vraiment tragique de ce que les gens peuvent subir sans protection, voilà, sans protection, et des fois vis-à-vis des violences qu'ils éprouvent de la part des groupes djihadistes, mais aussi, c'est ça aussi qui nous a alertés, aussi de la part des forces de sécurité qui sont censées représenter l'État et les protéger, et d'autre part, une vision non tragique de ce qu'est la radicalisation, de ce qu'est le djihadisme, de comment on se radicalise, et comment aussi peut-être peut-on revenir de la violence. Parce que c'est aussi ça le but de cette recherche, c'était d'établir un premier contact à la fois large et profond avec des habitants du Sahel soumis à ces questions. Et l'idée était de revenir pour développer un réseau et des personnes ressources et de voir comment on pouvait plus profondément agir. Et donc, moi, je suis revenu, si vous voulez, cette recherche qui est disponible sur la plateforme hypothèse sahelradical.hypothèse.org. Donc, il y a les 9 rapports qui sont le rapport international et les 8 rapports pays qui sont disponibles en français et en anglais, avec des extraits de la parole recueillie, des études thématiques, etc. Ce qui ressort, c'est aussi que cette notion de radicalisation n'est pas aussi négative qu'elle peut l'apparaître, et je vais m'en expliquer immédiatement. Moi, ce qui m'a frappé, parce que je ne connaissais pas la région du Sahel, ce qui m'a frappé tout d'abord en commençant ce travail, c'est en découvrant, je pensais trouver l'espace Sahel, l'espace du Sahara, voilà, zone de jeunes États, faibles États, etc. Ce qui m'a frappé, c'est la profondeur historique de cette région. C'est la profondeur historique de la notion d'État. Voilà. Cette région, il y a des cités-États, il y a eu des royaumes, il y a eu des empires, voilà, qui ont duré un millénaire. Et certains se sont achevés au début du XXe siècle. Et puis, nous avons des États post-coloniaux. Et dans cette profondeur historique, on voit énormément voilà, une grande richesse, une grande densité d'histoire. Contrairement à ce qui a été dit par ce fameux discours de Dakar de Sarkozy, cette région a une grande histoire. Voilà, au moment voilà, la région, l'empire du Mali, l'empire Songhai rayonné, c'était les Émirats du Moyen-Âge à l'époque, la richesse, etc. Et que l'or de cette région a joué un rôle très important dans le commerce avec l'Asie, qui transitait par le Maroc et puis ensuite par l'Europe. Donc tout ça montre une profondeur historique. Et donc cette question de la radicalisation vient comme faut retourner au sens du mot déjà. C'est d'une certaine manière, on revient aux racines. Donc c'est d'une certaine manière, c'est une coupure avec certaines racines, avec une certaine tradition, mais c'est une manière de faire racine aussi. Hein. Donc, et moi, ce que je vois dans ce phénomène de radicalisation, c'est une manière de faire racine horizontalement, de manière réticulaire, le rhizome, le modèle du rhizome plutôt que celui de l'arbre. Ce qui m'a frappé en découvrant cette profondeur historique du Sahel,
c'est que j'ai découvert aussi, il faut le souligner, que les sociétés sahéliennes sont des sociétés extrêmement hiérarchisées, à base de castes. Et ça, je n'en avais pas une réalité concrète au XXIe siècle. Même si, si vous voulez, les États ont des lois modernes, disons, interdisent la servilité, l'esclavage et des choses comme ça. Qu'est-ce qui fait problème dans l'accès à la citoyenneté dans certains pays? Prenons la Mauritanie, par exemple, ou le Mali, ou le Burkina, etc. C'est que les gens perçoivent les individus dans le système traditionnel de la caste et pas dans le système de la citoyenneté où on est tous à égalité. Force est de reconnaître que le nouveau paysage religieux, y compris de manière non violente, par exemple les nouveaux islams, ce qu'on appelle les frères musulmans ou les salafistes, disons dans la frange légale, tout à fait pacifique, etc., ou même dans la frange radicale et même violente, tout cela font la promotion d'une approche horizontale des individus. Pour le dire concrètement, quand vous êtes mauritanien et que vous êtes de la caste des chaudronniers, vous avez beau être un savant en matière religieuse, un homme d'affaires accompli, etc., vous êtes rivé à votre condition d'origine. Dans le cadre de la radicalisation, il y a effectivement, à travers la violence, une destruction de la citoyenneté, une menace pour les États, mais il y a aussi quelque part des éléments, ce que j'ai appelé les variables cachées, la servilité, la cruauté, la violence que subissent les basses castes. Quelque part derrière cette violence extrême que l'on voit, c'est une forme de revanche ou de vengeance qui se met à l'être, disons de manière indistincte, disons sur le plan psychanalytique. Ces mouvements peuvent être à la fois destructeurs de citoyenneté, mais ils peuvent aussi l'accélérer dans le sens où pour eux, quelqu'un qui a acquis des compétences en matière religieuse, en matière entrepreneuriale, en matière de savoir-faire agricole, etc., est un individu à égalité avec l'autre. Il peut conduire la prière, il peut nous diriger, etc., quelle que soit son origine de caste, si vous voulez. Et donc, c'est ambivalent. Cette radicalisation, rappelez-vous aussi, alors généralisons ce constat, la radicalisation n'est pas forcément quelque chose de négatif. Quand on a vu les mouvements sociaux, le printemps arabe, les mouvements Occupy London, etc., nous avons une forme de radicalisation non violente, les protestataires, les gilets jaunes, c'est une forme de radicalisation. Donc, on a cette ambivalence, couper des racines avec un passé qu'on ne veut plus reproduire, et c'est aussi faire racine, mais différemment. Merci pour cette réponse très intéressante, M. Benkiran. Malgré la mobilisation militaire dans la région, le bilan reste fortement mitigé au niveau humanitaire et sécuritaire. Hormis les réponses militaires, quelles sont les principales attentes des populations locales ? C'est difficile de résumer la parole, les témoignages et tout ce que nous ont dit les habitants, mais effectivement, les habitants nous disent, le message essentiel, c'est que, encore une fois, c'est des gens qui font preuve d'une grande endurance, d'une grande patience, d'un courage. Ils éprouvent des peurs, des angoisses véritables, pas de manière interposée via un écran télévisé, le journal télévisé, comme nous, on entend des nouvelles, mais véritablement, puisque leurs vies sont menacées, leurs proches, celles de leurs proches également, etc. Mais ce qu'ils nous disent tous dans ces régions transfrontalières, c'est qu'ils sont prêts à assumer un certain risque, qu'il soit de l'ordre de la violence ou d'autres risques. Mais si vous voulez, du moment qu'on puisse leur garantir un certain minimum en termes économiques, en termes, voilà, c'est-à-dire que la région transfrontalière, parce qu'il y a aussi des trafics, des échanges informels, qu'on puisse avoir un niveau de vie relativement décent, ou qu'on puisse garantir un accès à la santé, ou un accès à l'éducation. Si vous voulez, ils sont prêts à subir certains dangers, certains risques, si par ailleurs on leur donne l'accès à d'autres, voilà, à une manière, à un certain niveau de vie. Et là, ça nous donne une vision, si vous voulez, de la sécurité ou de l'insécurité beaucoup plus large. C'est-à-dire que la question n'est pas juste la question de la violence des groupes armés et de comment s'en prémunir, mais de comment renforcer une communauté,
sur le plan du commerce, des échanges, des relations, de la relation à la terre. Vous savez que aussi, voilà des causes qui favorisent, disons, le climat de violence. C'est aussi le réchauffement climatique, c'est aussi la destruction du mode de vie nomade. Ce mode de vie est quelque part menacé ou en voie vraiment de précarisation. Donc, c'est des conflits locaux entre éleveurs, entre agriculteurs, l'accès à l'eau. Donc, c'est cette palette de problèmes qu'il s'agit de traiter. Et donc, pour eux, la question ne se résume pas juste à un face-à-face ou un huis clos entre forces de l'État, forces gouvernementales contre groupes armés d'inspiration religieuse, mais voilà, à la prise en compte de tous ces facteurs. Et voilà, et c'est ça qui, pour eux, disons, le message le plus fort, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que cette dimension violente dans l'insécurité qu'ils éprouvent, et il faut renforcer les autres aspects. Voilà, c'est ça le message que, personnellement, qui m'a paru le plus fort. Merci pour cette réponse, M. Benkiran. Je redonne la parole à Jérôme. Merci beaucoup, M. Benkiran. Merci à Yosra de nous avoir accompagnés sur cette passionnante minute sahélienne. Merci à nos auditeurs et à bientôt pour d'autres échanges sur les questions de sécurité et développement dans l'espace sahélo-saharien. Bonne journée, à bientôt. Merci à vous, au revoir.